Bonjour, nous allons commencer le petit topo. Je vais essayer d'être court et synthétique. Donc, c'est la série Combattre pour le roi au XXIe siècle. On essaie de faire ça une fois par mois. Et je traiter un sujet sur un angle un peu pratique pour essayer de donner des idées pour comment faire aujourd'hui en pratique pour combattre en tant que légitimiste, que royaliste euh, dans notre France du XXIe siècle, à notre place. Donc, le sujet d'aujourd'hui, je l'ai appelé réalisme politique. Et puis en sous-titre, j'ai mis sueur et larmes, au prévoir le pire pour agir au mieux. Alors, c'est un sujet qui n'est pas forcément à première vue engageant. Alors, en fait, il y a deux parties, hein. Réalisme politique, c'est que j'ai expliqué un petit peu, euh, dans le sens, on va dire, nourri des principes traditionnels. Et le sous-titre que j'ai mis, Sueur et larmes, prévoir le pire pour agir au mieux, expliquer un peu, voilà, c'est la règle prudentielle, qui est un peu résumée par cette phrase, pour aider à notre action euh, habituelle. Moi, je vais expliquer un peu en pratique comment il faut faire. Voilà, le titre est peut-être un peu provocateur, il ne faut pas en avoir peur. Je vais l'expliquer. Donc le réalisme politique, je vais commencer par ce premier point, est vraiment un des piliers du légitimisme politique. C'est-à-dire que, à la différence des idéologies républicaines ou de la démocratie, on peut dire aussi, enfin tout ce qui est libéralisme, idéologie moderne, le légitimisme part de la réalité. Mais attention, il ne faut pas comprendre le réalisme politique dans son acception habituelle aujourd'hui, c'est-à-dire un peu machiavélien peut-être, ou pour arriver à certaines fins, on va prendre bien en compte une certaine réalité diplomatique, internationale ou politique, euh, sans regarder aux moyens, et ensuite faire une politique réaliste. Donc c'est pas du tout ça. Euh, ça, c'est beaucoup plus profond. Donc, le réalisme politique légitimiste commence par être réaliste sur notre réalité humaine. Voilà. C'est le premier point de départ. Donc, c'est un réalisme politique dans le sens philosophique du terme. Donc, il considère, parce que c'est le cas en fait, hein, pas parce que ça nous fait plaisir. Et c'est ça la force du légitimisme, c'est de accepter la réalité telle qu'elle est, et on part du principe que c'est le premier pas pour faire une politique saine, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire une politique saine si on a une idée faussée de la politique et si on ne part pas de la réalité de l'homme euh, dans la société politique. Et donc le premier constat, à la suite d'Aristote, de saint Thomas d'Aquin, au XXe siècle, d'Amoras qui ne fait que reprendre Aristote et saint Thomas d'Aquin, c'est de dire que l'homme est un animal politique, c'est-à-dire qui vit naturellement en société et qui a naturellement une vie politique. Il est fait pour ça, quand je dis naturellement. Hein, le bébé est né dans une famille, et si on ne s'occupe pas de lui, il meurt. Donc l'adulte, il meurt peut-être pas physiquement, mais s'il n'est pas dans une société politique à peu près saine et qu'il n'a pas une vie politique, donc dans les différentes sociétés naturelles, comme la famille, ou euh, qui, humaines aussi, enfin je veux dire, qui en sont décidées par des hommes, par exemple une entreprise, une association, un métier, etc., ben, l'homme va dépérir dans la vertu, puisque la société politique, de façon traditionnelle, sert à obtenir un bonheur. Et ce bonheur, c'est pas les petites fleurs, c'est pas se laisser aller à ses passions comme on veut, faire ce qu'on veut. Non, le bonheur, c'est d'un point de vue classique, et ça, c'est universel, c'est tant Confucius que Aristote, enfin toutes les civilisations qu'on a retenues d'une façon ou d'une autre et qui ont laissé quelque chose
euh, derrière elle sont les sociétés où la politique visait à rendre l'homme heureux dans le sens vertueux et donc mettait en place ce qu'il fallait pour aider les hommes à devenir vertueux. Et en plus, dans la réalité très chrétienne, dans notre histoire très catholique, ce bonheur donc, de la vertu naturelle est soumise, est ordonnée au bonheur surnaturel, donc la vision béatifique au ciel, l'imitation de Jésus-Christ sur terre, ce qui va surélever encore plus et soigner notre nature, et soigner la nature aussi politique en gommant toutes les aspects durs que peut exister dans les sociétés païennes ou dans l'ordre même sain, SAIN, mais dur du fait de notre nature déchue. Et disons que en pratique, les sociétés politiques qui ne sont pas chrétiennes et qui marchent sont peut-être justes dans une certaine mesure, jamais charitables. Et le légisme politique aussi, forcément, c'est une restauration très chrétienne, donc qui n'oublie pas la charité qui vient mettre tout de façon ordonnée à Dieu, sans et avec évidemment la charité qui vient épauler la justice. Les deux ne sont pas contradictoires. Mais aujourd'hui, c'est pas le sujet. Donc ce réalisme politique part d'abord de notre réalité humaine et ensuite, évidemment, de la réalité telle qu'elle est. Et là, le sens est un peu plus facile à comprendre. Donc on part d'où on est. On part aussi, on ne nie pas l'histoire qu'il y a eu. Par exemple, un légitimiste ne va pas dire on fait une restauration de ce qui existait en 1789 ou de ce qui existait en 1680 ou de ce qui existait en 1500 ou de ce qui existait en 1250 ou de ce qui existait avec les Mérovingiens où tout le monde s'entretuait entre eux. Non, 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 on parle de la réalité telle qu'elle est aujourd'hui. Avec la révolution qui s'est passée, avec tous les régimes qui sont passés, on ne nie pas ces réalités-là, parce que c'est la réalité, point. Que ça fasse plaisir ou pas plaisir, c'est pas la question. Et dans cette réalité aujourd'hui, donc en fait pour nous en France, qui est une réalité détériorée, décadente, compliquée, on n'a pas les mêmes, on n'a plus les mêmes fondamentaux qu'il y a ne serait-ce que 60 ans. La société est de facto déchristianisée. On a de beaux restes quand on compare, disons, à des pays qui n'ont pas été chrétiens autrefois. Il y a des réflexes, des coutumes qui sont restés chrétiens, mais c'est de plus en plus inconscient. Et de facto, la foi maintenant est réduite à certaines sections de la population. Heureusement, elle aussi se restaure et se renouvelle, mais les dégâts qui ont été faits en l'espace de 60 ans ne vont pas, sans être surnaturel du moins, se combler du jour au lendemain. Et même si demain il y avait une conversion de masse et qu'on revenait à une situation de foi ardente sur une très grande partie de la population, alors même si le fait que c'est une grande partie ou pas, la population n'est pas si importante, ce qui compte c'est que ça soit la minorité dirigeante et ceux qui ont les responsabilités, donc les évêques, tous ceux qui sont en ligne de mire, et eux vont tirer le troupeau derrière, comme d'habitude, disons. Mais ça vient aussi quand même du Sanctum Fidei, c'est-à-dire des gens, mais disons que même si demain on avait une restauration spirituelle, il ne faut pas croire que tout s'arrangerait. La restauration politique, elle mettrait aussi du temps, puisque de toute façon ce qui a été détruit, les mauvaises habitudes qui ont été prises, les problèmes concrets comme l'immigration et comme la faillite financière pratique qui est en train de se dérouler sous nos yeux, tout ça ne va pas s'effacer d'un claquement de doigts, mais c'est pour cette raison qu'il est d'autant plus important d'avoir une restauration politique et donc
nous on prend une restauration légitimiste, et qui est aussi une restauration religieuse. C'est la seule façon de pouvoir aborder ces problèmes de la meilleure façon possible, à notre niveau, sans se prendre pour des dieux, en comptant sur l'aide de Dieu, justement, et en faisant du mieux possible avec des bons principes pour respecter la justice et la charité, et pour éviter que tout ça finisse dans le sang, qu'il y ait des dégâts collatéraux affreux, et qu'on revienne dans des idéologies qui, par définition, ne sont pas réalistes parce qu'elles exagèrent, elles oublient certains points de la réalité, et donc ça fait des victimes, ça fait des dégâts. Et quand c'est révolutionnaire ou républicain, malheureusement, ça veut aussi supprimer certaines parties de la population. Ça considère certaines pans de la population comme des sous-hommes, voire des non-hommes. Et bon, il y a un cercle vicieux. Et ce cercle vicieux, il faut l'éviter. Il faut éviter cette possibilité, c'est le réalisme politique, du légitimisme. Et, voilà. Et ce réalisme, donc j'ai dit deux choses déjà, hein. C'était sur notre nature, il fallait nous prendre tel qu'on a été créé par Dieu, euh, et que la raison humaine peut accepter, peut trouver elle-même, hein. Aristote n'avait pas eu besoin de la révélation pour comprendre que l'homme est un animal politique raisonnable, qu'il avait une volonté et une intelligence, que la volonté éclairée par l'intelligence devait soumettre, sans les supprimer, les passions, pour qu'on se réordonne à un ordre supérieur, que la vraie liberté humaine, c'est celle de décider de faire des efforts pour pratiquer la vertu, de faire des efforts pour pratiquer les vertus qu'on appelle cardinales, comme la justice, la prudence, la tempérance et la force, et que c'est à partir de là que les hommes individuellement deviennent plus parfaits, et par leur action font du bien autour d'eux et s'attirent toute la société par le haut. Donc ce réalisme sur notre nature humaine, ce réalisme de la situation, de reconnaître l'histoire telle qu'elle a été, etc. Et en même temps ce réalisme aussi sur notre spécificité politique en France, donc qui est royale, parce que d'un point de vue raisonnable, on ne va pas le refaire aujourd'hui, mais on peut démontrer que c'est vraiment le meilleur des régimes. Quand on commence à y réfléchir sérieusement, c'est assez en fait évident. Enfin, il faut, voilà, quand on y réfléchit, on trouve beaucoup de raisons. Mais qu'en plus, tout simplement, sans aller jusque-là, c'est le régime en France, naturel, à notre pays, voulu par Dieu, choisi d'ailleurs par Dieu aussi, et que ce réalisme politique ne peut se concrétiser que par l'incarnation du roi, qui est là, et qui, pour pouvoir dérouler ses bons effets, a besoin d'avoir aussi le pouvoir effectif et d'être donc sur le trône. Ce roi, nous le connaissons, c'est Louis XX et personne d'autre. Euh, Tous les délires orléanistes sont des... Quand je dis délire, je veux pas être méchant, il y a des fidélités, on comprend et tout ça. Mais je suis désolé, c'est pas le roi, c'est tout. Les lois fondamentales en France sont très claires. Que je sache, nous sommes le seul pays au monde qui ont des lois de succession aussi précises et qui ne dépendent pas de l'homme, des hommes, et qui permettent justement de savoir qui est le roi de façon tout à fait précise, malgré la Révolution, malgré les différents régimes, malgré les usurpations qu'il y a pu avoir après, que ce soit Napoléon, que ce soit euh, les Orléans, que ce soit la République. Et bien malgré tout ça, nous connaissons le roi, c'est le duc d'Anjou, l'aîné des Bourbons. Euh, et aussi, il ne faut pas tomber dans notre délire providentialiste en disant qu'il y a une sorte de cédé-vacantisme politique qui veut dire oui, il faut un roi, mais on ne sait pas qui est le roi, on ne veut jamais savoir qui est le roi. Et donc là, on commence à trouver des raisons fumeuses, plus ou moins
intellectuellement alambiquée pour en gros justifier le fait que on n'a pas de roi, même si on veut un roi. Et après, c'est à chacun fait sa sauce. Donc certains veulent décider qui est le roi, d'autres non. D'autres disent comme ça justifie le fait qu'on fasse rien, ou qu'on se croit plus intelligent que les autres. Alors, non, non, c'est tout simple, hein. Il y a les lois fondamentales qui désignent le roi. Il n'y a rien dans la Providence qui indique euh, qu'il y aurait eu... voilà. Enfin, quand on regarde l'histoire de France, il n'y a jamais eu de changement de dynastie qui se sont faites sans extinction de la dynastie précédente. Et ça s'est fait de façon très à la fois naturelle et à la fois providentielle. Et c'était pas du tout le cas. Enfin, il n'y a pas du tout ces circonstances qui sont réunies aujourd'hui. Donc, le roi est Louis et donc soyons réalistes sur ces trois plans-là, sur notre nature humaine, sur la réalité telle qu'elle est aujourd'hui et avec donc, la reconnaissance de toute l'histoire, aussi post-révolutionnaire. Reconnaissance ne veut pas dire approbation, ça veut juste dire bah, ça s'est passé. Si par exemple au niveau individuel, on est un assassin parce qu'on a tué des gens, c'est pas en disant qu'on n'a jamais tué personne qu'on va réussir à se repentir et à s'améliorer. Ben, au niveau d'un pays, c'est pareil. On a l'histoire telle qu'elle est, avec les heures et les malheurs, les bonnes choses et les mauvaises choses, et les choses indifférentes, et les gens qui ont été au milieu, certains qui ont joué dans le mauvais sens, d'autres qui ont joué dans le bon sens. C'est pas blanc, c'est pas noir. L'institution, en général, peut être mauvaise, peut être bonne. Les gens qui ont été victimes de cette institution mauvaise, par exemple, ont pu l'accepter ou pas, ont pu faire avec ou pas. Voilà. Donc tout ça, il faut juste le prendre tel que c'est. Donc c'est le deuxième point du réalisme politique. Et le troisième point du réalisme politique, et c'est aussi une question de prudence politique, c'est bien reconnaître que notre roi incarné, c'est Louis XX, aîné des Bourbons, issu de mariage légitime. Il suffit de regarder de ses photos pour bien comprendre que c'est un Bourbon. Il ressemble à nos ancêtres les rois. Il a une tête de roi, ce qui est pas mal. Bon, il pourrait être moche et tout ce qu'on veut, ça changerait rien, mais bon, ça fait plaisir. Et c'est juste accepter, c'est simple, c'est pas compliqué, c'est dire qui est notre père. Et là, il n'y a rien à décider, parce que, et on a beaucoup de chance, vraiment on a beaucoup de chance, parce qu'il faut savoir que je, je suis au Japon, par exemple, et au Japon, c'est une situation telle qu'elle existerait en France serait terrible pour la monarchie, parce qu'on ne saurait pas qui est le roi. Et chacun pourrait décider son roi, pour le coup, en fonction de ce qu'il veut. Et c'est un problème qui préoccupe un certain nombre de mes amis japonais, à tel point que, par exemple, ils m'ont demandé, ces amis, de leur faire des cours sur comment c'est possible qu'on ait encore du légitimisme en France, et pour que leur donner des éléments de réflexion sur, au cas où ça se passe mal au Japon, au cas où il y a une grosse crise, qu'est-ce qu'il faudrait faire, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour, pour maintenir la royauté malgré une, enfin, une incertitude dynastique. Parce qu'ici au Japon, les règles ne sont pas du tout aussi claires que chez nous. Aujourd'hui, elles sont claires, mais elles ont été décidées récemment et en soi, elles sont révocables par les hommes, par le Parlement en particulier aujourd'hui, mais même par l'empereur autrefois, ce qui faisait que ça pouvait mettre vraiment beaucoup de confusion. Et nous, on n'a pas ça. Nous, le roi ne peut rien décider sur sa succession. Personne ne peut décider pour le roi de sa succession. C'est en fait que Dieu qui décide. Et aujourd'hui, Dieu a décidé donc que c'était lui vint à travers le truchement des lois fondamentales, du mariage catholique et de l'hérédité. Voilà, donc ça, on a de la chance. Je fais mon deuxième point, donc le sous-titre, et en pratique, comment faire. Voilà. Donc là, j'ai dit quelques principes, c'est gentil. En pratique, c'est toujours plus compliqué. Donc là, j'ai mis un sous-titre un peu provocateur, donc c'est des sueurs et des larmes, ou prévoir le pire pour agir au mieux. Alors, en fait, ce que je vais le dire brutalement,
il faut prendre un pessimisme politique. Alors attention, il faut bien me comprendre. Je ne veux pas dire qu'il faut commencer à sortir le mouchoir, à pleurer, s'apitoyer sur son sort, qu'il faut désespérer ou quoi. Mais simplement avoir un certain pessimisme politique, donc ça veut dire dans le sens ne pas partir gagnant, parce qu'on ne l'est pas. Ne, même si surnaturellement, on sait qu'on l'est, mais juste surnaturellement. Naturellement, vu la situation d'un point de vue réaliste, euh, les choses ne vont a priori pas bien se passer. Elles se passeront comme elles doivent se passer, et nous là-dedans, il faudra qu'on les fasse se passer bien, c'est-à-dire comme Dieu veut, mais d'un point de vue humain, ça risque de faire mal, certainement. Je vois pas comment, on voit difficilement comment ça pourra ne pas faire mal. Il y a trop d'injustices qui ont été commises, trop de saleté, trop de péchés qui ont été commis, trop de ressentiments et trop de haine croisée pour que ça puisse se régler juste par un serrement de main et puis au revoir, on oublie tout et c'est reparti. Ouais. Il faudra oublier ça. Voilà, un roi très chrétien, c'est un minimum, et il aura du goût de ce côté-là, et nous aussi. Il faudra qu'on montre l'exemple de ne pas tomber dans toutes ces choses-là, mais il faudra bien être conscient que ça sera un combat, peut-être qui mènera au martyr, et que ça sera, voilà, et de faire ça pour le salut des âmes, et pour qui passe par une restauration du pays, puisqu'une restauration du pays aide tout le monde à la paix, à trouver la paix, hein. La paix qui est le premier bien politique. Si on n'a pas de paix, que tout le monde s'entretue, ça aide pas à la vertu. Et ça aide pas à aller au ciel. Donc un pessimisme politique dans le sens de... Et c'est un petit truc simple, pas forcément facile à mettre en place, mais normalement simple et pas si compliqué quand on le veut à mettre en place. C'est être ne pas se donner d'illusions et savoir que ça va être compliqué. Ouais, c'est pour ça que je dis des sueurs et des larmes. Comme nous sommes réalistes politiquement, moi je dis souvent, ça peut ne pas faire plaisir, j'en sais rien, mais que voilà, ce que l'on promet, c'est de la sueur et des larmes, parce qu'il faut être réaliste. C'est ce qui probablement, de notre point de vue humain, va se passer. Et puis de toute façon, il faut être réaliste sur notre nature humaine déchue. Et puis il faut être réaliste sur l'économie surnaturelle. C'est la croix, c'est la passion, pour nous amener à la résurrection, mais c'est la croix, c'est la passion. Et les hommes sans Jésus font semblant d'oublier les sueurs et les larmes, mais ils les ont quand même. Et les hommes avec Jésus savent que c'est ça et que c'est bon. Que si on l'accepte et qu'on l'offre, bah, c'est ça qui permet d'accumuler des trésors dans le ciel, de faire ce pourquoi on est fait et d'aider notre prochain par amour de Dieu. Et donc, on pourrait bien sûr des larmes parce qu'il faut être réaliste. Pour avoir une restauration, pour réparer la situation telle qu'elle est, il va falloir de la sueur, beaucoup d'efforts, même si à point de vue humain, on ne voit pas comment ça peut se résoudre, et qu'à la fin, il faudra une action divine à un moment donné, mais ça n'empêche pas que c'est l'homme qui dispose, c'est Dieu. C'est l'homme qui propose, c'est Dieu qui dispose. Donc il faut agir, comme disait ancien Saint Inès de Loyola, agir de toutes ses forces, comme si tout dépendait de nous, et prier de toutes ses forces, parce qu'on sait que tout dépend de Dieu, mais ça n'empêche pas de l'action, sans rentrer dans l'activisme, justement. Et des larmes, parce que l'effort, c'est difficile, ça fait souffrir, il y aura des sacrifices à faire, euh, plus j'imagine qu'il y a un certain nombre aussi de jeunes gens qui nous écoutent. Je ne suis pas âgé, je n'ai plus 20 ans non plus. Plus le temps passe, plus les gens
ben, la mort commence à nous entourer. C'est comme ça, c'est normal. Et la question, c'est de bien mourir et que les gens qui sont autour de nous puissent bien mourir. Quand il y a l'action politique, ben, il faut savoir que voilà, il y a des larmes, il y a des épreuves, il y a des trahisons, il y a des tentations. Voilà. Donc tout ça, c'est le réalisme politique de le savoir, et donc de se préparer. C'est pas grave, ça arrivera de toute façon quand ça doit arriver. Il faut juste pas croire que parce que faut sortir, vous voyez, de cet aspect révolutionnaire des choses en disant l'homme providentiel, la solution providentielle. Aujourd'hui, je rentre dans un parti et tout va aller bien. Et puis en fait, au bout de 3 mois, on se rend compte que tout n'est pas rose et on commence à avoir une déception qui peut amener au désespoir. Quand vous devenez légitimiste, c'est pas un parti. Et il faut bien savoir que c'est pas les lendemains qui chantent, mais que vous aurez la formation qu'il faut pour affronter les lendemains tels qu'ils seront et que vous aurez les principes et une communauté de camarades pour retrouver la pratique d'une activité politique saine, d'une vie politique, déjà au niveau local, entre amis, et puis c'est possible de le faire à son niveau individuel, en famille, en paroisse, etc., sans avoir d'étudiants. Les hommes sont des hommes partout. Comme disait saint François de Sales, dans l'homme, là où il y a des hommes, il y a de l'hommerie. Il n'y a pas de les puritains ou les choses comme ça, c'est faux. Il n'y a jamais de gens parfaits nulle part. Euh, vous aurez des gens avec leurs défauts. Et la politique, c'est apprendre à vivre avec les défauts des gens et aller dans le bon sens. Euh, et c'est ce qu'on apprend aussi. Et enfin, la deuxième partie du sous-titre, c'est prévoir le pire pour mieux agir. C'est-à-dire que sans tomber dans un fatalisme, sans tomber dans un pessimisme qui virait du noir, il faut être très réaliste et moi j'aime bien dire qu'il faut avoir tendance quand même à prévoir le pire. Hein, se dire qu'est-ce qui va se passer quand on doit prendre des décisions par exemple, quand on doit faire une présence politique, si ça tourne mal. Voilà. Il ne faut pas ou éviter de trop s'attendre, de trop compter sur des éléments qui pourraient tourner positivement sans s'y attacher. Il faut faire attention, il ne faut pas tomber dans. Il faut être réaliste. Donc, euh, euh, les choses qui doivent se passer dans les bons sens, si c'est probable que ça se passe, il faut le prendre en compte tel quel pour ses décisions. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas y compter comme si c'était des certitudes absolues, parce que parfois la psychologie humaine fait que on essaie de se raccrocher pour se rassurer. Euh, oui, c'est ça, un peu à des lendemains qui chantent, où on évite de penser à certaines possibilités alternatives en fait qui sont assez probables mais qui font pas du tout plaisir parce qu'elles sont difficiles, parce que c'est des épreuves, parce que je ne sais quoi. Donc pour éviter ça, parce que la psychologie humaine déchue aussi évite l'obstacle plutôt que l'affronte même quand il doit l'affronter. Ne nous fait pas penser, mais c'est d'un point de vue action, c'est très mauvais puisqu'il vaut mieux, puisque en fait il y a certaines choses qui sont inévitables, donc il vaut mieux y penser avant, s'y habituer, euh, se dire que l'obstacle arrive sans trop se focaliser dessus, mais en s'y préparant et prendre ce qu'il faut faire, enfin prendre les mesures pour se préparer. S'il y a une guerre qui vous vient dans la tête, ou enfin quand il y a une bataille, je sais pas, des soldats et qui savent que l'ennemi approche, il vaut mieux qu'ils se préparent à la bataille plutôt qu'ils se détendent, qu'ils fassent la fête, etc. Il vaut mieux qu'ils préparent les tranchées, qu'ils creusent, enfin s'il y a des tranchées, enfin voilà, qu'ils préparent le terrain, qu'ils se reposent bien avant la bataille pour être d'attaque le jour et pour que ça se passe le mieux possible et pour arriver à la victoire. Ça, pareil dans notre action. Il vaut mieux prévoir le pire de façon réaliste ou et y penser, voir les mesures qui peuvent être prises. Et l'avantage de ça, c'est que quand le pire, ou pas forcément le pire, mais des choses qui sont désagréables arrivent, on y est préparé, et donc ça augmente nos chances de victoire. Ça nous apprend aussi habituellement à se détacher en se disant bah, si ça arrive, je l'accepte.
Et donc c'est toujours un progrès pour nous, personnel. Et si ça se passe pas à la fin, finalement, ben, on se dit, ben, c'est une consolation. On est content que ça ne soit pas passé, c'est plus facile que ce qu'on pensait. Et ça motive pour aller plus loin dans l'action. Donc c'est une astuce psychologique pratique, mais qui permet, si on l'applique, de mieux appliquer la vertu de prudence, de mieux se préparer à l'action et de se faire du bien psychologiquement en étant en quelque sorte pessimiste. Mais pas pessimiste, on se cache pas derrière son doigt, on sait qu'il y aura des sueurs et des larmes, mais aussi de grandes joies, hein, parce qu'on sait très bien, il suffit de l'avoir expérimenté, ne serait-ce que physiquement déjà, c'est vrai physiquement, c'est encore plus vrai moralement. Hein, quand on fait des efforts par exemple, physiques, euh, les sportifs, ou sans être sportif, mais même personnellement, et qu'on se dépasse en fait. Alors ça fait très mal au début des entraînements, tout ça. Et puis ensuite, une fois qu'on est arrivé à se dépasser, on est il y a une très grande joie. Et intellectuellement, c'est aussi très vrai, hein, le travail intellectuel, la difficulté au début de faire telle ou telle matière, telle ou telle discipline, et puis après quelques efforts, la facilité, etc. On est très heureux. Et ben, c'est pareil aussi pour la prudence politique. Ça demande des efforts, d'assurer des larmes, et tout ça, c'est des très grandes joies, très grandes réconforts. Même si c'est pas pour ça qu'on le fait, on pourrait ne pas avoir de consolation, ne pas avoir de réconfort, ça changerait à notre devoir, ça changerait à ce qu'on doit faire, ça changerait à notre action politique. Mais quand elles y sont, ben, il faut être content qu'elles soient là et en profiter. Et penser au pire est une petite astuce pour mieux se préparer à l'action, mieux se détacher, hein, ne pas faire les choses parce que bah, justement on a envie que les lendemains qui chantent. C'est normal d'avoir envie des lendemains qui chantent, mais il ne faut pas croire que ça va se passer et qu'il ne faut pas s'y attacher, c'est pas ça l'important. L'important c'est de faire notre devoir et faire ce qu'il faut faire quand il faut le faire pour notre restauration politique et spirituelle. Et le reste suivra et ça ne dépend plus de nous. Tant que nous on fait ce qu'il faut, après ça dépend de Dieu. Mais il faut faire ce qu'il faut qu'on fasse. Et dans notre groupe politique, donc on n'est pas tout seul. Et euh, et ça permet, et comme le pire ne se passe pas tout le temps, ça donne du baume au cœur à ce moment-là. Et quand ça se passe, parce que de temps en temps ça se passe quand même, ça permet d'être plus armé pour affronter l'obstacle. Voilà, donc je vais terminer là. Voilà, merci pour votre écoute.